Alors, coronavirus, les mesures de confinement, ok, certes. Mais moi, je vous propose d'aller un peu plus loin. Je l'ai fait, ça marche. Regardez plutôt. Et là, je lâche tout. Je lâche tout et je l'évite. Je l'évite. Voilà. Bah, qu'est-ce que tu fous? Arrête tes conneries et viens à table. Les petits enfants de la patrie, avec le peuple. Aujourd'hui, nouvel épisode d'intérêt public, concernant un cas très spécial, l'ancien prix Nobel et professeur Luc Montagnier, qui avait fait un tollé le 17 avril dernier, qui persiste et signe que le coronavirus contient des séquences du VIH, le virus du sida. C'est là où il ne fallait pas se précipiter à boire religieusement ses paroles, même en n'ignorant pas le parcours de cet homme. En réalité, tout le monde voit ça comme des grosses révélations, et personne n'émettra le moindre doute de sa présence sur le plateau de CNews pour pouvoir les étaler. J'ai tout de suite senti le coup fourré. Autrement dit, une parfaite et énième manipulation médiatique pour produire de la poudre aux yeux, un écran de fumée qui consiste à vouloir discréditer à tout prix la thèse considérée comme dangereuse, celle qui est relative au coronavirus créé en laboratoire. Vous allez comprendre, qui est d'abord Luc Montagnier, professeur émérite à l'Institut Pasteur, où il a dirigé, de 1972 à 2000, l'unité d'oncologie virale, directeur de recherche honoraire au CNRS, et membre des académies des sciences et de médecine, selon sa fiche sur le site de l'Institut Pasteur, qui précise qu'il a signé ou co-signé 350 publications scientifiques et plus de 750 brevets. Montagnier est aussi lauréat du prix Nobel de médecine 2008 pour l'identification du virus responsable du sida, avec sa collègue de l'époque, la professeure Françoise Barré-Sinoussi. Outre le Nobel, Montagnier avait reçu de nombreux prix, dont la médaille d'argent du CNRS, le prix Lasker en médecine, le prix Gerdner, le prix Santé, le prix Japon, le prix Roa-Feusal, le prix Amsterdam Fondation, ou encore l'introduction au National Invention du Temple de la Renommée. Il est également commandeur de l'Ordre National du Mérite, et grand officier de la Légion d'honneur. Mais aujourd'hui, l'illustre professeur en médecine est renié par l'Institut Pasteur, dont il est toujours professeur émérite. Il est également désavoué par l'Académie nationale de médecine, dont il est toujours membre, mais où il ne met jamais les pieds d'ailleurs. Une chute provoquée par ses multiples prises de position, qui lui ont valu de nombreuses critiques et moqueries de la communauté scientifique. En 2009, par exemple, il avait attesté dans une interview que l'organisme se défend mieux contre le virus du sida, avec un bon système immunitaire, épaulé d'une bonne nutrition antioxydante, s'attirant les foudres des scientifiques. Il a également défendu un an plus tard la théorie de la mémoire de l'eau, et son auteur Jacques Benveniste, qui a pourtant été prouvé comme étant le résultat d'une fraude scientifique. La théorie de la mémoire de l'eau, si elle avait été avérée, aurait expliqué le principe de l'homéopathie, résume Le Monde en 2010, qui rappelle que l'expérience mise à l'époque en avant par le professeur Montagnier avait été décriée et déclarée impossible à reproduire par la revue scientifique Nature. Sa crédibilité prend alors un violent coup de massue, d'autant que ses positions s'ajoutent à d'autres opinions jugées tout aussi extravagantes, comme le rappelle Alexis Verger, biologiste moléculaire au CNRS. Ainsi, en 2012, une quarantaine de prix Nobel écrivaient dans une pétition que le professeur Montagnier accumule les impostures scientifiques et médicales, à force de se prononcer dans des domaines où il n'est pas compétent, comme l'extrait de papaye fermenté, fourni au pape Jean-Paul II contre la maladie de Parkinson, le test diagnostique de la maladie de Lyme, supposé détecter la bactérie dans le sang à partir des ondes électromagnétiques, de prétendues preuves de la réalité de la mémoire de l'eau sans la moindre publication. La même année, l'Académie de médecine le désavoue également, après ses propos sur les risques qui seraient liés à la vaccination. En 2017, aux côtés du controversé professeur Henri Joyeux, figure de proue des anti-vaccins, il avait dénoncé la dangerosité de la vaccination obligatoire. Selon lui, malgré une bonne volonté au départ, on risquait d'empoisonner petit à petit toute la population. Dans un article daté de 2017, la revue médicale suisse raconte que Luc Montagnier évoquait une corrélation temporelle entre la vaccination contre l'hépatite B
et la sclérose en plaques. Mais il a surtout fait parler de lui après cette déclaration sur le lien entre les vaccins pédiatriques et le syndrome de la mort subite chez les nourrissons. Ainsi, lors d'une conférence débat réservée aux journalistes de la presse santé, Bien-être et Société à Paris, le Nobel lançait l'alerte, qui allait être jugée inacceptable par ses confrères. Je voudrais alerter sur la mort subite du nourrisson. C'est quelque chose d'épouvantable. La cause est inconnue, mais il existe des faits scientifiques montrant qu'un grand nombre de ces morts intervient après une vaccination. On ne peut pas démontrer une causalité, mais il y a une relation temporelle. Ce qui est en cause, c'est la vaccination de masse. Cela doit disparaître. Des propos rapidement condamnés par l'Académie de médecine. Marc Gentilini, l'un de ses membres, estime à l'époque qu'un prix Nobel de médecine, pasteurien de surcroît, tienne des propos volontairement ambigus et alarmistes sur la vaccination, sujet qui sort de son domaine, est inacceptable. Cette même année, face aux critiques de ses pairs, le professeur Montagnier répondait dans la Croix, je cite, « J'ai l'habitude des attaques de ces académiciens qui sont des bureaucrates à la retraite, fermés à toute innovation. J'ai les preuves scientifiques de ce que j'affirme. Problème, aucune preuve n'a été fournie par ses soins. » C'est con, hein? Bref, pourquoi se complaît-il dans ce genre de démonstration? Pour la simple raison que cet homme fait partie des prix Nobel qui, malheureusement, se retrouvent dans un groupe fermé relatif à un syndrome connu, ou plutôt un phénomène particulier, la maladie du Nobel. Des anciens imprimés Nobel qui allaient doucement décliner dans des théories pseudo-scientifiques et délirantes, mais surtout des idiots utiles pour propager de la théorie du complot pour les gros nuls, et semer la confusion pour mieux faire diversion. Et c'est exactement ce qu'a réussi à produire ces enflures de ces news, et c'était prévu pour qu'on ne vienne pas dire que la direction de la chaîne n'était même pas au courant de son palmarès sulfureux. Ceux qui sont prompts à lutter contre les théories du complot, dans le cas contraire. Ou s'il devait dire vrai tout étant inattaquable, jamais cette chaîne ne lui aurait donné la moindre tribune, je vous le garantis. Eh bien, qu'une partie, je dis pas le total, n'est-ce pas, mais il y a un modèle qui est évidemment le virus classique, et là c'était un modèle surtout venant de la chauve-souris, mais à ce modèle on a par-dessus ajouté des séquences notamment du VIH, le virus du sida. En fait, ce n'est pas le cas. Outre l'explication dans l'interview, ces affirmations se reposent sur un article scientifique qu'on appelle preprint, issu d'une équipe indienne, déposé sur la plateforme Bioarchive, une plateforme où l'on peut déposer des articles scientifiques avant qu'ils aient pu être révisés par des pairs. L'objectif du papier consiste à démontrer que ce qui sépare génétiquement le SARS-CoV-2 de son cousin le plus proche, le SARS-CoV-1 de 2002, est l'existence de 4 petits fragments dans le gène de la protéine S, comme on dit, et que ces 4 fragments proviendraient du VIH. Cette figure représente ces 4 fragments présents chez le SARS-CoV-2 et absents chez le SARS-CoV-1, et ici, leurs séquences protéiques respectives. Les auteurs déclarent ensuite que ces 4 fragments étaient aussi absents chez les coronavirus de chauve-souris, ce qui est pour eux surprenant car le SARS-CoV-2 était supposé provenir d'un coronavirus sauvage de chauve-souris. Pour enquêter sur l'origine de ces 4 fragments uniques au SARS-CoV-2, les auteurs décidèrent d'utiliser un outil bioinformatique appelé BLAST. Grosso modo, cet outil permet de scanner le génome ou le protéome d'un grand nombre d'espèces pour en sélectionner des régions qui ont une forte homologie avec une séquence dite protéique d'intérêt. Donc, les auteurs blastent ces 4 fragments, et là, surprise, les 4 fragments ont une homologie avec des protéines du VIH, et les auteurs déclarent que cette étrange similitude entre le SARS-CoV-2 et le VIH1 n'est pas probablement pas un hasard. Mais quand vous dites on a ajouté, qui a ajouté? Ah, moi je ne sais pas. Mais c'est pas naturel, c'est ce que vous voulez dire? Non, ce n'est pas naturel, c'était un travail de professionnel, un travail de biologiste moléculaire. C'est un travail très minutieux. On peut dire d'horloger, on peut dire dans quel niveau des séquences. C'est Sopaplar qui a fait dire à Montagnier que ce SARS-CoV-2 est probablement un virus modifié par l'œuvre de biologistes moléculaires. C'est assez étonnant que l'info ne ressorte que maintenant via le passage TV de Montagnier, car le papier date du 31 janvier dernier, n'est-ce pas? Mais on va continuer un peu. Ils ont voulu faire, on ne sait pas, on a voulu faire un vaccin contre le sida. Donc on a pris des petites séquences du virus et on les a installées dans la séquence plus grande du coronavirus. Le matériel génétique du virus est un long ruban d'ARN, n'est-ce pas? Comme de l'ADN, mais c'est de l'ARN. Et dans ce long ruban, à une certaine place, on a fixé des séquences petites
de VIH. Mais ces séquences petites ne sont pas petites pour ne rien vouloir dire. Mais ces séquences petites ne sont pas petites pour ne rien vouloir dire. Vous comprenez quelque chose, vous? Je préférais avant, c'était plus clair. Ces séquences petites ne sont pas petites pour ne rien vouloir dire. C'est ce que tu viens de dire qui ne veut strictement rien dire. Elles ont la possibilité de modifier, par exemple, ce qu'on appelle des sites antigéniques. C'est-à-dire, si on veut faire un vaccin, on peut très bien modifier la protéine qui est exposée pour le vaccin par une petite séquence venant d'un autre virus. Après un début laborieux d'explication, on n'a pas grand-chose sur ce point, bien qu'on sait déjà d'où il tire ses conclusions. Certain de ça parce qu'on a dit que le bruit a couru, que c'était d'une origine humaine finalement, et ça a été ensuite réfuté par la plupart des autorités scientifiques quand même. Il y a quand même une volonté d'étouffement, si vous voulez. On les a forcés à rétracter. Ah oui, on a cherché à les faire taire, selon ces simples spéculations. On les a forcés comment? C'est-à-dire, c'est annulé. Il y a, si vous regardez leur publication, vous avez une grande bande annulée. C'est pas ce qu'on te demande, mon coco. On te demande comment ils ont été forcés d'annuler leur étude. Mais bon, c'est pas grave. Toujours est-il que, entre-temps, chose rare, cette étude a été rétractée par les administrateurs de Bioversif suite aux nombreux commentaires d'utilisateurs qui avaient souligné à juste titre la faiblesse des affirmations faites par les auteurs. Et le lendemain de leur publication, le virologue Trevor Bedford avait démonté intégralement leur étude. À ce moment-là, pour éviter de passer pour des cons, les administrateurs avaient rajouté un bandeau informant que toute étude sans revue en rapport avec le Covid devait être considérée avec du recul sur les affirmations qui y seraient faites. Maintenant, allons voir un peu si les résultats sont vraiment fiables. Si on refait les expériences de Blast sur les 4 fragments, on remarque que les auteurs se sont bien arrangés avec les résultats. Pour le fragment GTN-GTKR, on retrouve une forte homologie avec le VIH, mais il y a aussi 115 autres virus qui ont une homologie similaire avec cette séquence. On peut même y trouver un coronavirus de chauve-souris. Pour le fragment HKN-NKS, on retrouve toujours une forte homologie avec le VIH, mais d'autres séquences protéiques et d'autres virus apparaissent avec un même degré d'homologie. Et hop, encore un coronavirus de chauve-souris. Pour le fragment GTSSSG, il y a tellement de séquences homologues qu'il faut aller chercher dans les millièmes séquences avec le plus d'homologie pour retrouver un hit avec une séquence du VIH et toujours un coronavirus de chauve-souris dans le haut de la liste. Pour le dernier fragment, c'est toujours la même chose, des centaines d'autres virus et aussi une homologie avec la séquence. Par contre, les auteurs n'ont pas été très attentifs puisqu'on trouve une séquence du VIH avec plus d'homologie que celle rapportée dans leur étude. Les auteurs déclarent que les fragments proviennent du VIH, mais on pourrait aussi déclarer que les fragments proviennent de coronavirus de chauve-souris. Et au vu des résultats, ces deux affirmations ont autant de force. En fait, cette méthode qu'on appelle Blast n'est pas du tout adaptée quand on utilise de si petites séquences sur de si grandes bases de données via le taxon virus. Le pourcentage de tomber sur des séquences homologues par hasard est beaucoup trop élevé. De plus, dans la base de données utilisée, qu'on appelle NCB, on retrouve environ 6 millions de séquences de VIH, contre 50 000 pour tout le taxon coronavirus, parce que le VIH est l'un des virus les plus étudiés, ce qui augmente les chances de tomber sur une homologie avec le VIH. Pour preuve, si on place d'une séquence de même taille que celle du papier, 7 ou 8 acides aminés, pris au hasard, on va observer des homologies avec le VIH, probablement un fragment pris au hasard de la séquence de l'insuline humaine, CGSH-LVE. Bingo! L'homologie avec l'intégrase du VIH, comme prévu, un fragment pris au hasard de la séquence du récepteur à l'EGF humain, KNCTSIS. Bingo! L'homologie avec la protéine d'enveloppe du VIH, et ce n'est pas fini. Un fragment pris au hasard d'une protéine random de l'avocat, le fruit bien entendu, HKLKHP. Bingo! Et bonjour l'homologie avec le gag du VIH. Encore une fois, en gros, si on avait voulu confirmer l'idée préconçue que le coronavirus provient d'une manipulation humaine avec adjonction de séquences spécifiques du VIH, on ne l'aurait pas mieux confirmé qu'en utilisant cette méthode. Cette méthode n'est tellement pas adaptée à la question posée par les auteurs que si on introduit un si petit fragment issu d'une espèce A dans la séquence d'une protéine d'un virus B, vous ne serez jamais capable de retrouver l'espèce A en blastant le petit fragment contre l'ensemble des séquences connues protéiques du monde vivant. C'est un peu comme si on introduisait un mot d'un livre dans un autre livre B et que l'on vous demande de retrouver le livre d'où vient le mot introduit à partir d'une recherche sur Google Books. Merci. Au suivant. Mais ce que vous dites là, la plupart des scientifiques disent le contraire hein, quand même. Hein.
De moins en moins. De moins en moins. Ah bon? Lesquels? Si vous voulez, ceci est arrivé c'est au début de cette année, et on voit de plus en plus de travaux qui suggèrent, mais... Bon ben voilà, on ne connaîtra pas le nom de ceux qui ne réfutent plus la contre-expertise en question, mais il va se vanter de faire ce qu'il veut parce qu'il a le prix Nobel. Moi je suis, on peut dire, hors d'âge. J'ai le prix Nobel, et je peux travailler librement. Alors, j'ai donc aucune pression sur moi qui peut agir. Vous avez un long ruban, il y a 30 000 bases, si vous voulez, 30 000 signes qui portent le matériel génétique, et tout est concentré dans les 30 000, dans 1000 bases, même moins de 1000 bases. Donc, qui a attaché des petits morceaux, il y a une partie de ce génome donc, qui est faite en fait de VIH. Bon là, il nous la joue du genre je maîtrise mon sujet avec mes connaissances et moi, mais lui, il vient faire valoir une séquence majoritaire de 1000 caractères sur 30 000 pour trouver les 4 lettres relatives au VIH, alors que l'étude indienne a comparé les 30 000 caractères, et sur cette quantité, elle a trouvé des correspondances avec la série de lettres malgré tout. De plus, il n'y a pas du tout de séquence majoritaire dans cette histoire, c'est faux. De son côté, il n'a rien publié sur ce point, donc ça vaut rien. Non mais si je dis par exemple, pour que les choses soient claires, si je dis du VIH dans le Covid, est-ce que c'est exact ce que je dis là? C'est exact, mais ça ne veut pas dire qu'il y a assez de VIH pour faire une grande protéine de VIH. Il y a assez de matériel pour modifier ce qu'on appelle un site antigénique, c'est-à-dire modifier un peu la protéine du coronavirus pour la faire reconnaître par le système immunitaire comme VIH. Là, Pascal Prout pose une question très simple et très claire à notre pauvre malade du Nobel. Mais les conséquences sur le VIH, qui est une maladie extrêmement grave et avec les conséquences que l'on sait. Les conséquences pour ceux, et alors là moi je fais très attention forcément à ce que je dis, parce que je pense à ceux qui ont eu le Covid-19. Et vous pouvez évaluer aujourd'hui les conséquences. Il serait intéressant de regarder, de voir s'il y a des anticorps produits chez ces patients contre le VIH. Et ce dernier ne trouve rien de mieux que de répondre à côté de la question en parlant de quelque chose qui n'a jamais été constaté nulle part. Trouver des anticorps produits dans le VIH chez les patients. Mais à part ça, ça peut aller. Seuls les gens qui ont fait ça pourront dire un jour la vérité, totalement. Alors pardonnez-moi, je comprends pas. Pardonnez-moi, mais ça a été attesté par d'autres médecins, chercheurs, scientifiques, laboratoires, etc. Il y a plusieurs groupes qui ont fait la même chose, mais l'ont fait en, disons, un peu en catimini, enfin sans trop faire de bruit. Mais il y a plusieurs groupes, oui, ben, ça circule. Mais il y a plusieurs groupes, oui, ben, ça circule. On passe la vitesse supérieure. Comment le virus a-t-il pu sortir du laboratoire selon Montagnier? Comment après ce vaccin il sort? Ah, la voilà! La question à 500 millions. Quoi, ce virus il sort? Comment il sort du laboratoire? Il est produit par le laboratoire. À ce moment-là, c'est ce qu'on appelle un recombinant. Ce virus est produit par le laboratoire chinois qui l'a trouvé ou bien d'autres laboratoires. Oui, mais ils prennent des gens pour le tester? Comment il sort? Bien sûr, alors si on parle d'un vaccin, là c'est un autre sujet, c'est un vaccin contre le coronavirus. Non mais je veux savoir comment il sort du laboratoire. Comment de la fabrication d'un vaccin contre le VIH, on arrive à une pandémie mondiale? C'est ce lien-là que je ne saisis pas. Parce qu'ils ont fait une construction donc qui est un virus corona, un ARN de virus corona, et dans une petite partie de ce ruban, vous avez les séquences VIH, de telle façon qu'elles soient exposées, bien sûr, au système immunitaire. Donc la prédiction, c'est qu'effectivement, il y a des anticorps contre le VIH chez des patients infectés par le coronavirus. Ceci, on ne peut pas le démontrer. Oui, mais vous me dites pas comment il sort. C'est parce qu'on prend des patients et on va tenter de tester ce vaccin qu'on est en train d'élaborer et qu'après, il se diffuse comme ça. C'est ça que je sais pas. Là, ça va prendre beaucoup de... On parle d'un vaccin en général à partir d'un coronavirus. Ça va prendre beaucoup de temps, effectivement. Il faut d'abord des expériences chez les animaux, chez les souris. Oui, mais j'ai l'impression que et ensuite, j'ai l'impression que je me fais pas comprendre, en fait. Fabrication du vaccin. Dans le laboratoire. Fabrication. Nous sommes d'accord. Vous nous dites, effectivement, on cherche... le vaccin. Vaccin contre non, vaccin VIH, c'est comme ça. Le vaccin doit être atténué. C'est-à-dire, on peut soit traiter les mais j'entends bien, mais comment ça sort? Tu vas pas comprendre. Du laboratoire. Pourquoi les gens sont-ils infectés après? Parce qu'on le teste. Et je répète, enfin, c'est ce qui se dit un peu partout, c'est qu'il y a eu une fuite. Enfin, c'est ce qui se dit un peu partout, c'est qu'il y a eu une fuite. Yes! Ouais! Ça y est quand même. C'est ce qui se dit un peu partout, c'est tout ce qu'il trouve à dire. La construction virale s'est échappée du laboratoire de Wuhan. Mais une fuite, ça veut dire quoi? Comment elle peut s'échapper? C'est ça une fuite? C'est quoi une fuite? Elle peut s'échapper volontairement ou involontairement? Involontairement. Mais comment? Par quelqu'un qui a sans doute quelqu'un qui manipule ce virus sans prendre trop de précautions.
réussit tentative pour lui faire comprendre une question simple et brève, mais on n'en saura pas plus sur la nature de la fuite en question. Entre les deux, y a rien. C'est pas grave. Peut-être que le virus a vu une fenêtre laissée ouverte par mes gardes et en a profité pour se barrer sans laisser d'adresse. Et la manière dont vous travaillez aujourd'hui, vous semblez avoir des certitudes. Donc, Alors, où vous travaillez aujourd'hui? Oui, La question est on ne peut plus claire. Où et comment travaille le professeur Montagnier? on travaille sur les séquences. C'est pas ce qui est fondamental, c'est les séquences. Et il répond sur quoi il travaille. Je ne peux plus, je ne peux plus, je ne peux plus, je ne peux plus. Je peux revenir un petit peu en arrière, puisque l'histoire du sida se répète à ce moment. Enfin, de l'origine du virus du sida se répète un peu aujourd'hui. Et au fur et à mesure, il parle d'autre chose, son histoire sur le VIH, alors qu'on s'en branle complètement. Et donc, si vous avez une séquence étrangère dans le coronavirus, aujourd'hui, eh bien, vous la détectez facilement par ce qu'on appelle la bioinformatique, n'est-ce pas? Et pourquoi on le fait pas, ça? Pourquoi? 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 Eh ben, demande-le lui. Pourquoi ça n'a pas été fait? Pourquoi ça n'a pas été fait? C'est ça que je sais pas. Parce que c'est de la biologie moléculaire, alors. Parce que c'est de la biologie moléculaire, alors. Ce que tu dis n'a aucun sens. Non seulement sa réponse ne veut absolument rien dire, mais en plus, si on peut détecter cette séquence étrangère par le biais de la bioinformatique, pourquoi jusqu'à présent aucun chercheur au monde ne l'avait trouvé jusqu'à présent? Donc pourquoi personne ne dit, attention, ce virus, il n'est pas naturel, il y a quelque chose qui a été fabriqué, il y a quelque chose d'artificiel là-dedans, et pourquoi personne ne le dit? Alors, il y a une réponse mauvaise là-dessus, c'est que ces séquences sont courtes. Et certains disent, elles sont trop courtes, c'est le hasard, etc., etc. Encore une fois, il répond à côté de la plaque, mais autant être clair dans ce qu'il affirme. Il connaît les critiques de ses spécialistes contre cette hypothèse, qui disent que les 4 séquences sont trop courtes pour signifier quoi que ce soit à part de hasard. Ces longueurs sont quand même des longueurs qui portent une information génétique. Contrairement à ce qui est dit, que c'est le hasard, c'est pas vrai. Sans déconner. Gros problème, le principe des séquences génétiques est qu'il y a toujours ce type d'information, et ça a toujours été ainsi. Et pour réfuter, notre prix Nobel nous dit tout bêtement qu'il s'agit d'une mauvaise réponse, parce que c'est pas vrai. Ça devient de pire en pire. Vous n'êtes pas n'importe qui, vous êtes prix Nobel de médecine. Et vous êtes celui qui a découvert le VIH. Donc votre voix, elle porte, forcément, et il va avoir des conséquences de ce que nous sommes en train de dire là. Mais pendant ce temps-là, beaucoup tombent dans le panneau, boivent religieusement les paroles de ce mec, et pourtant, personne ne s'est posé la question qui tue, à part eux. Pourquoi n'en parlez-vous pas au professeur Delfrécy? Pourquoi n'en parlez-vous pas au professeur Raoult? Pourquoi ne vous Je suis prêt à en parler. Mais pourquoi ne l'avez-vous pas fait dès à présent? C'est ça que je n'arrive pas non plus à comprendre. Intéressant. Si, c'est-à-dire qu'il y a un processus qui prend du temps. On a envoyé bien sûr des publications. Il y a déjà une publication dans une revue indienne. Moi qui croyais que cette publication a été annulée, mais c'est pas grave. Parce que, je répète, il y a une pression Cette énorme. publication indienne, elle date de quand? Elle date de quelques semaines. La publication date du 31 janvier dernier, soit 3 mois après. Et vous dites qu'il y a une pression énorme? Il y a une pression énorme pour que tout ce qui est sur l'origine du virus, c'est le blackout. Oh là. Là, c'est le discours pathétique du Conspi 2.0, une pression sur tous les chercheurs du monde entier pour empêcher de dresser cette découverte. Tout le monde sauf lui, bien sûr. Mais pourquoi il y a dire que c'est la Chine qui impose ce blackout? C'est la Chine, c'est le gouvernement chinois actuellement qui veut maintenant poser sa signature, si vous voulez, sur tout ce qui est produit en Chine sur l'origine du virus. Ah d'accord, ça me rassure. C'est la Chine qui fait pression, ce qui veut dire que les autres sont libres dans ces cas-là, mais on n'en saura pas plus. La Chine sait en fait ce qu'elle a créé. La Chine, sa version officielle, le virus vient du marché aux poissons de Wuhan. Ce qui ne serait pas vrai donc. Voilà. Cette version officielle révélée par les autorités chinoises ne l'est plus depuis 2 mois, car vu que cela dérange les politiques chinoises, celles-ci se sont empressées de balancer leur version officielle, accuser les États-Unis d'en être responsables et inversement. Ce mec a du retard sur toute la ligne. Et si vous montrez le séquençage que vous avez fait là, n'importe quel spécialiste, il va dire oui effectivement. Ah oui, c'est ça, vous êtes sûr de ça? Ah oui. Ben non, c'est complètement faux. En comptant ceux qui ont ouvertement critiqué et réfuté l'étude indienne, on peut citer un spécialiste en immunologue qui lui avait répondu le jour même à ses prétentions sur son blog par un post détaillé en se basant sur ce programme BLAST pour comparer différentes souches de VIH avec le SARS-CoV-2 et il ne trouve que des consistances mineures avec d'autres virus, d'où
absolument pas d'accord avec Montagnier. Mais il peut y avoir une pression de l'OMS, par exemple? Il peut y avoir une pression de tous les organismes mondiaux ou nationaux qui ont un intérêt à cacher la vérité. Quel intérêt ils auraient à cacher les choses? Parce que les Chinois, on peut le comprendre, mais les autres? Je ne sais pas. C'est bien ce que je pensais. On en revient aux pressions mondiales de l'OMS, alors qu'il disait tout à l'heure que c'était uniquement la Chine qui mettait la pression. Et vous connaissez beaucoup de grands chercheurs, vous leur en avez parlé, vous leur avez envoyé vos études? J'ai envoyé, bien sûr, ces résultats à un certain nombre de collègues. Et ils répondent quoi? Ben, si vous voulez, c'est des faits, on peut pas les nier. Ça c'est sûr. Est-ce que le fait d'avoir des segments du VIH dans le Covid-19 on pourrait le transmettre sexuellement? Ah. Je ne crois pas, je pense que... Je ne crois pas, je pense que... Vous avez remarqué que ce mec n'ose pas dire qu'il n'en sait rien du tout, mais il va quand même répondre. Les séquences de VIH sont très petites, minoritaires, par l'ensemble des gènes, dans l'ensemble des gènes du coronavirus. Je vous demande pardon. Les séquences de VIH sont très petites, minoritaires. Non mais comment? Il vient de me dire le contraire. C'est que ces séquences sont courtes, et certains disent elles sont trop courtes, c'est le hasard, etc., etc. Ces longueurs sont quand même des longueurs qui portent une information génétique. Contrairement à ce qui est dit que c'est le hasard, c'est pas vrai. C'est que ces séquences sont courtes, et certains disent elles sont trop courtes, c'est le hasard, etc., etc. Ces longueurs sont quand même des longueurs qui portent une information génétique. Contrairement à ce qui est dit que c'est le hasard, c'est pas vrai. On va perdre un temps fou. Le complotisme existe, on le voit bien. Souvent, moi, je me bats, entre guillemets, contre le complotisme en disant laissons cela de côté. Mais si ce que vous dites est juste, le monde va devenir complètement parano et va ne plus croire évidemment en rien. Tiens, ça rappelle quelque chose. Tous ces gens font quand même partie de ce système. Ce qui fait d'eux nos ennemis, c'est que pour la plupart, ils ne sont pas prêts à se laisser démanger. Bon nombre d'entre eux sont tellement inconscients et désespérément dépendants du système qu'ils vont jusqu'à se battre pour le protéger. Bref, il démontre par A plus B qu'il a la trouille bleue de voir son monde de merde s'écrouler, et les gens comme lui préfèrent couvrir tout complot tel qu'il soit par le déni de réalité, plutôt que de voir tous les peuples de la Terre se révolter contre toutes les élites, et de réclamer justice. Mais en dehors de ça, à l'instar de se rassurer que ce pauvre homme n'a fait que patauger dans ses certitudes, il est évident que ce merdia a parfaitement contribué à propager de la désinformation pour fausser les pistes, créer la polémique, semer autant que possible la confusion, en donnant une tribune à une personne qui a perdu toute crédibilité depuis des années. Et ça, CNews le savait que trop bien, et conséquence, on a la contre-attaque d'un autre salopard de la bien-pensance. Le complotisme existe, on le voit bien. Je pense qu'il faut faire taire le professeur Montagnier. C'est-à-dire? Je pense qu'il faut qu'il se taise. Ce qu'il On fait est en démocratie? gravissime. Je vois des gens paniqués qui ont l'impression, quand ils ont été touchés par le coronavirus, qu'ils vont avoir le sida. L'Académie des sciences et l'Institut Pasteur ont protesté officiellement ce soir sur Twitter en expliquant que le virus ne pouvait pas être construit en laboratoire et était forcément naturel. Le complotisme existe, on le voit bien. Donc il est certain que le virus est naturel, il n'a pas été fait en laboratoire. D'autre part, le professeur Montagnier a expliqué qu'il y avait un lien entre la 5G, les antennes 5G et le virus. On est là dans un délire complotiste absolument fou. Je me bats, entre guillemets, contre le complotisme en disant laissons cela de côté. Si les gens pensent qu'ils vont attraper le sida quand ils ont le Covid-19 et que les antennes de téléphone portable donnent le virus, on va avoir des émeutes, on va avoir des accidents politiques graves. En Angleterre, il y a 2 antennes 5G tous les jours qui sont brûlées depuis que des vidéos sur YouTube ont expliqué que les antennes de téléphone portable donnaient le coronavirus. Mais si ce que vous dites est juste, le monde va devenir complètement parano et va ne plus croire évidemment en rien. Donc vous voyez, on est face à une tendance complotiste, obscurantiste, on ne peut pas revenir au Moyen-Âge non plus, hein, quand on brûlait les sorcières. Là, on a une logique de chasse aux sorcières, alors ce ne sont plus les sorcières, mais ce sont des complots qui ressemblent assez. Donc les propos du professeur Montagnier sont indécents, sont inacceptables. Je pense qu'il ne faut plus lui donner la parole. Quand tu dis ça, t'as tout dit, hein. Au prochain épisode, abonnez-vous en masse sur cette chaîne tout en n'oubliant pas de valider la petite cloche. Vous pouvez me soutenir financièrement sur Tipeee si vous le souhaitez. Partagez au maximum sur Facebook et Twitter. Et réfugiez-vous sur VK, le Facebook russe, ainsi que sur Discord. Tout va mal dans le pire des mondes, d'autres révélations suivront. À très bientôt.